Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les principales séquences utilisées en IRM. Pour rappel, voici un peu les principaux signaux des différents tissus que l'on peut trouver dans le corps humain. Donc pour rappel, l'eau est en hyposignal en T1 et en hypersignal T2. La graisse est en hypersignal T1 et également en hypersignal T2. Donc justement ici, il y a un point très important, c'est qu'il ne faut surtout pas regarder la graisse pour déterminer s'il s'agit d'un T1 ou d'un T2. L'air et les calcifications sont toujours en hyposignal. Le gadolinium, lui, est en hypersignal en T1 et iso en T2. Petit rappel également sur les tissus intracrâniens, avec un moyen mémotechnique pour retenir la pondération des tissus, à savoir la substance blanche et la substance grise. Il faut retenir que le T1 respecte les tissus, à savoir donc que la substance blanche est blanche, la substance grise est grise en T1. Par contre, en T2, c'est le contraire, la substance blanche sera grise et la substance grise sera blanche, tout ça entre guillemets bien sûr. Le LCR, quant à lui, en T1 il est noir, en T2 il est blanc. Petit rappel également, comment localise-t-on les signaux dans l'espace? Donc, à se souvenir qu'il y a trois gradients, donc le gradient de sélection de coupe, le gradient de sélection de phase et le gradient de sélection de fréquence. Une première direction de l'espace, le gradient de sélection de coupe est appliqué au moment de l'impulsion RF. On fait varier le champ magnétique dans un axe de manière à déterminer l'orientation des coupes. Alors, par exemple, en droite-gauche, on aura du sagittal. En tête-pied, on aura de l'axial. Et en antéro-postérieur, nous aurons du coronal. Le deuxième gradient appliqué est le gradient de sélection de phase. Il est appliqué après les impulsions RF et avant la lecture du signal. Il va lire en fait les lignes de la matrice. On marque les protons par des phases différentes pour pouvoir les repérer par la suite. Et enfin vient le troisième gradient qui est le gradient de fréquence ou de lecture. C'est le gradient qui va être appliqué pendant le recueil du signal au temps TE. Et lui va coder en fait les colonnes de la matrice. Chaque colonne aura la même fréquence. Nous allons commencer par la séquence vraiment la plus basique qui soit, à savoir l'écho de gradient. Donc c'est la plus simple des séquences. Voici donc cette première séquence qui est un peu la base de tout. Donc pour rappel également, le TE, donc c'est le temps d'écho, c'est la durée qui sépare le milieu de l'onde RF d'excitation et le milieu du temps de lecture. Le TR, lui, c'est la durée qui sépare deux impulsions. Donc, de façon basique, l'écho de gradient, c'est une impulsion à 90 degrés ou inférieur et un écho. C'est vraiment le plus simple. Donc, l'ARF de inférieur ou égal à 90 degrés pendant le gradient de sélection de coupe, nous avons le TE ici et le TR entre deux excitations, le gradient de sélection de phase et le gradient de fréquence au moment de l'écoute. Vraiment la séquence la plus basique qui soit. Évidemment, ce type de séquence, plus c'est basique en fait, plus elle sera assujettie à des artefacts. Donc c'est une séquence rapide, donc l'angle de bascule, on vient de le dire, est inférieur ou égal à 90 degrés. Il y a une repousse complète et rapide. Les TR sont plus courts et les TE sont plus courts que les spin-échos, vous verrez ça tout à l'heure.
Et la séquence est très sensible donc aux inhomogénéités de champ B0. Donc voici un exemple, une pondération T1 avec un TR court, avec un TR entre 200 et 500 millisecondes, un TE entre 8 et 15 millisecondes, et un angle qui peut varier entre 45 et 90 degrés. Donc on remarque ici que la substance blanche est blanche et la substance grise est grise. C'est un T1. Ici on retrouve un T2, donc avec un TR qui sont quand même relativement courts pour un T2, donc c'est un TR entre 200 et 500 millisecondes, et un TE entre 30 et 60 millisecondes. Quant à lui, l'alpha ici, il est entre 5 et 20 degrés. Donc ce T2 écho de gradient, il est surtout utilisé par exemple pour les AVC. Ça serait une très bonne séquence, les séquences d'écho de gradient, mais malheureusement, il faudrait, pour qu'elles soient utilisées à leur pleine capacité, un champ qui soit parfaitement homogène afin d'éviter les artefacts et avoir une meilleure qualité image. Or, ce n'est pas le cas. Et la vitesse de précession des protons est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique. Seulement, le champ magnétique n'est pas parfaitement homogène. Du coup, la vitesse de précession des protons ne sera pas la même suivant la position du proton dans le champ magnétique. Alors, comment on peut essayer de s'affranchir de ces inhomogénéités de champ B0? Eh bien, tout simplement déjà en essayant de ne pas mettre d'objets métalliques, hein, mais surtout en utilisant des séquences type spin-echo qui vont nous permettre, grâce à un gradient supplémentaire, de s'affranchir des inhomogénéités du champ magnétique. Donc le spin-echo, c'est s'affranchir des inhomogénéités de champ B0. Donc voici cette séquence spin-echo. Donc on retrouve notre première impulsion à 90 degrés. Donc c'est vrai, en spin-echo, on travaille avec une impulsion avec un angle à 90 degrés. Ceci étant dit, avec l'évolution des machines, on peut un peu faire varier cet angle. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va mettre en place une deuxième impulsion à 180 degrés, à TE sur 2. Hein, c'est cette impulsion qui va nous permettre en fait de s'affranchir des inhomogénéités du champ magnétique. Et ainsi s'affranchir un peu mieux de tout ce qui est métallique et avoir des images de bien meilleure qualité que l'écho de gradient. Donc on retrouve toujours notre temps d'écho entre l'impulsion à 90 et l'écho, et notre TR, notre temps de répétition, entre deux impulsions à 90 degrés. Alors comment cela fonctionne? S'il y a des inhomogénéités de champ, les protons, on a dit, ne tournent pas forcément à la même vitesse. Donc on prend ici deux protons l'on peut assimiler à deux billes avec des vitesses différentes, donc ici avec des pentes différentes. On attend un petit peu, forcément il y a une bille qui va aller beaucoup plus vite que l'autre, et une fois qu'ils seront arrivés au milieu, on va remettre une impulsion à 180 degrés avec TE sur 2, et là on aura un effet miroir, c'est-à-dire que les billes vont repartir de là où elles venaient, et pour se retrouver en même temps au point de départ. On pourra alors s'affranchir de la différence de pente, donc de la différence de vitesse, donc de l'inhomogénéité du champ magnétique B0. Donc le rôle de cette impulsion en 180, c'est bien de s'affranchir des inhomogénéités du champ magnétique B0. Donc de rephaser les spins en s'affranchissant en fait de la différence de phase, donc qui est liée aux différentes vitesses des protons. Donc ici au départ, hop, on a deux protons, ils se différencient parce qu'ils tournent à une vitesse différente. Donc voilà, ils se différencient. Et ici, on va mettre l'impulsion à 180. Hop, ils retournent dans l'autre sens et ils reviennent au pas de départ ensemble.
Ces différentes étapes de la séquence vont nous permettre de lire qu'une seule ligne de la matrice. Donc le temps de passage d'une ligne à l'autre, ça va être l'ETR. Donc l'ETR multiplié par le nombre de lignes va vous donner le temps de la séquence pour une excitation. Si on répète plusieurs fois la lecture des lignes, donc si on met un nombre d'excitations plus important, nous allons avoir un temps de séquence qui va être le nombre de lignes multiplié par le TR multiplié par le nombre d'excitations. Donc voici un exemple de séquence spin-echo. Donc on voit bien en fait que chaque ligne va être lue par une impulsion 90-180. Donc voilà quelques images. Donc en spin-echo T1, on remarque d'emblée de toute façon que l'image est de meilleure qualité qu'en écho de gradient. Donc c'est un T1, on respecte de nouveau les tissus, donc la substance blanche est blanche et la substance grise est grise. Ici les TR courts pour le T1 donc, vont être entre 200 et 800 millisecondes pour donner un ordre d'idée. Et les TE sont également courts puisque c'est un T1, seront entre 10 et 20 millisecondes. En ce qui concerne le T2, on remarque toujours la meilleure qualité image par rapport à l'écho de gradient. Les TR sont longs, donc, puisque c'est un T2, hein, TR long, TE long. Donc là, on va être supérieur à 1800 millisecondes. C'est toujours pour un ordre d'idée. Et un TE long, donc supérieur à 80 millisecondes. Dernière pondération, hein, c'est la densité protonique. Donc on aura des TR qui seront également supérieurs à 1800 millisecondes. Par contre, là, on aura un TE court. Donc on va reprendre sensiblement les TE du T1. Et on va se retrouver donc avec des TE entre 10 et 30 millisecondes. Donc on peut faire jouer le TE et donc faire apparaître différents contrastes dans une même pondération T2. Donc par exemple ici nous avons un TE à 20 millisecondes, donc on se rapproche. On est même en densité protonique, et plus on augmente le TE, plus on va augmenter le contraste, et vous voyez bien, en fait, la substance blanche qui est grise et la substance grise qui est blanche, entre guillemets, hein, qui est écrit clair, et on voit nettement apparaître de plus en plus, en fait, le LCR qui se rapproche de l'eau. Et pour petit rappel, hein, l'eau, c'est vraiment ce qui va retourner en dernier, donc plus vous augmentez le TE en T2, plus il vous restera plus que de l'eau. On peut améliorer cette séquence spin-echo en la rendant plus rapide en utilisant plusieurs impulsions à 180 degrés. C'est ce qu'on va faire avec le turbo spin-echo. Donc c'est du spin-echo avec la rapidité en plus. Donc comment ça se présente? En fait, la séquence est la même que pour le spin-echo. Donc au début, nous avons bien notre impulsion à 90, notre impulsion à 180 et notre écho. Seulement ensuite, on va de nouveau basculer à 180, faire un écho, de nouveau basculer à 180, refaire un écho. Par contre, les échos, au fur et à mesure du temps, vont être de moins en moins, d'intensité de plus en plus faible. Donc il ne faut pas aller trop loin pour les séquences spin-echo, sinon vous risquez d'avoir du blurring, c'est-à-dire du flou au niveau de la séquence. Donc trop de facteurs turbo tue la séquence. Donc ici, nous avons bien un turbofacteur A3 avec 1, 2, 3 impulsions à 180 degrés. Autre séquence habituelle en IRM, utilisée en IRM, c'est l'inversion récupération. Donc là, on peut le retenir, c'est une bascule totale de tous les tissus.
Donc avec cette séquence d'inversion-récupération, il y a une nouvelle notion qui s'appelle le temps d'inversion ou TI. Donc, ce temps d'inversion est spécifique à chaque tissu. Et le temps d'inversion, c'est le délai entre l'impulsion à 180 et le début de la séquence classique avec une impulsion classique. Donc, dans un premier temps, on bascule avec une impulsion à 180 degrés tous les tissus. Ensuite, on va commencer la séquence une fois que le temps d'inversion d'un tissu que l'on veut éliminer, par exemple l'eau ou la graisse, on fait la séquence. Donc, on bascule tout, on attend que le temps d'inversion du tissu qu'on veut éliminer soit dans le plan transversal afin qu'il ne donne pas de signal, et on fait la série. Donc on retrouve notre séquence spin-echo ici, avec notre impulsion à 180, ATE sur 2. Donc dans cette inversion récupération, nous avons deux impulsions à 180 et une impulsion à 90. Cette inversion récupération utilisée en T1 va nous donner un super T1 qui va nous majorer en fait les contrastes. Donc pour 1,5 Tesla, le TI, donc le temps d'inversion dont on a parlé tout à l'heure, se situera donc pour avoir ce type d'image entre 300 et 500 millisecondes. On aura alors un fond gris et les liquides seront noirs. Au quotidien, il y a plusieurs séquences qui utilisent l'inversion récupération, notamment ici le flair en crâne, où l'on a choisi un TI pour inverser le signal de l'eau. De l'eau qui est sensiblement égal à celui du LCR. Donc pour 1,5 Tesla, le TI est entre 1900 et 2700 millisecondes. Alors pour rappel, le flair est un T2. Donc on remarque que la substance blanche est grise et que la substance grise est blanche, entre guillemets toujours. Mais par contre, le LCR est noir. Donc c'est un moyen pour reconnaître un flair, donc bien se baser sur la substance grise et la substance blanche. Et une fois que vous avez déterminé que la substance grise et la substance blanche sont blanches et grises, vous regardez le LCR. Si le LCR est hyper intense, c'est un T2 classique. S'il est hypo, comme ici, c'est un flair, donc une inversion récupération. Autre utilisation de l'inversion récupération, c'est le STIR, où là on a choisi un TI de manière à inverser le signal de la graisse et donc faire entre guillemets une saturation de la graisse. Donc pour un champ d'1,5 Tesla, le TI sera pour éliminer la graisse entre 110 et 160 millisecondes. On aura des fonds noirs, des liquides qui seront en hypersignal puisque ça sera surtout du T2. Et quelque chose qu'il faut retenir absolument, c'est qu'il ne faut pas faire de STIR T1 après injection de gadolinium. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, le temps d'inversion de la graisse est sensiblement le même que le temps d'inversion du gadolinium. Autrement dit, si vous faites ce type de séquence post-gado en T1, vous allez avoir une élimination non seulement de la graisse, mais également du gadolinium. Donc nous venons de voir une façon d'éliminer la graisse grâce à une inversion récupération, mais il existe d'autres méthodes pour s'affranchir du signal de la graisse. Donc la fréquence de résonance des protons de la graisse est différente de celle de l'eau. Donc afin de supprimer la graisse et donc de supprimer la composante graisseuse, on ajoute avant la séquence une impulsion sélective qui va annihiler la graisse. Donc cette impulsion sélective sera centrée sur le pic de résonance de la graisse. Donc cette saturation sélective, c'est ce qu'on appelle vulgairement la FATSAT. Alors on peut la trouver sous différents acronymes, le SPIR chez Philips, la FATSAT, le ChimSat, etc. Mais le but est toujours le même. Donc on va repérer en fait le pic de la graisse
de façon à l'éliminer. C'est ici un exemple d'une calibration de la machine, en l'occurrence une machine Philips, où la machine repère en fait le pic de la graisse pour l'annihiler. Par contre, pour avoir une bonne saturation de la graisse, il faudra pour ce type de séquence nécessairement une bonne homogénéité du champ magnétique. Donc un shim préalable, donc une bonne calibration, et surtout pas de matériaux ferromagnétiques. Donc la FATSAT, pour la rajouter à la séquence, c'est simple, on fait un pulse de saturation de graisse qui correspondra à l'impulsion au pic de la graisse que la machine aura trouvé dans ses calibrations, et ensuite on fait la série. En l'occurrence ici, vous l'avez déjà maintenant tous reconnu, hein, c'est une saturation sur un spin écho. Cette saturation de graisse peut également se faire sur un écho de gradient sans problème. Donc on fait l'impulsion pour saturer la graisse et ensuite on fait la série. Voilà un peu ce que ça peut donner. En fait, vous avez ici une image sans FATSAT et vous voyez ici que toute la graisse a été éliminée et donc maintenant est en hyposignal. Voici un autre exemple sur un genou en sagittal et en coronal. Donc il faut aussi se souvenir que le signal en IRM est relatif. C'est-à-dire que quand vous allez éliminer un tissu, comme ici la graisse, tous les autres tissus vont se rehausser. Autre façon de saturer la graisse, c'est ce qu'on appelle le Dixon. Donc là, c'est du 4 en 1. Une autre technique pour saturer la graisse, c'est la technique Dixon, qui contrairement en fait aux deux autres méthodes que l'on a pu voir, s'intéresse principalement au post-traitement. Donc le Dixon concerne le post-traitement, tandis que le STIR ou le SPIR, par exemple, nous sommes obligés d'intégrer soit un temps d'aversion, soit une impulsion supplémentaire qui correspond au pic de la graisse dans la séquence. Tandis qu'ici, nous allons juste utiliser deux TE, en l'occurrence les TE en phase et en opposition de phase, qui sont pour en 1,5 Tesla en phase à 4,6 millisecondes et en opposition de phase à 2,3 millisecondes. Et nous allons, par des algorithmes, recueillir 4 images. Donc c'est uniquement de la reconstruction. Par contre, ça a un autre avantage, c'est que la saturation de graisse avec ce type d'algorithme est bien meilleure en fait que pour la FATSAT classique, à savoir le SPIR. Donc nous avons donc 4 images différentes. Alors attention au langage. Donc ici, nous avons bien une image d'eau, c'est-à-dire que nous avons saturé la graisse, donc il nous reste que l'eau. Hein, le foie correspond à de l'eau. Nous avons une image en phase, c'est-à-dire que les protons de l'eau et les protons de la graisse sont dans le même sens. Une opposition de phase, c'est-à-dire que les protons de l'eau et les protons de la graisse sont opposés. Donc s'ils sont dans un mégapixel, les deux vecteurs vont s'annuler et il y aura une chute du signal. Et une image de graisse, donc on a supprimé l'eau et il ne nous reste bien que la graisse. Autre séquence très utilisée en IRM, il s'agit de la séquence de diffusion. On utilise cette séquence bien souvent pour caractériser les lésions. Donc c'est une imagerie qui va nous permettre de visualiser les déplacements microscopiques des molécules d'eau. Dans un milieu biologique, ils ne sont pas immobiles. Les molécules d'eau bougent de façon aléatoire et dans toutes les directions de l'espace. Le phénomène d'agitation moléculaire avec les séquences habituelles est imperceptible. Donc il faudra rajouter des gradients pour pouvoir les visualiser et en faire une imagerie. Donc, autrement dit,
plus l'eau est libre, plus il y aura des mouvements des molécules d'eau, plus il y aura une agitation moléculaire et plus il y aura une diffusion importante. A contrario, moins l'eau est libre, par exemple dans les lésions tumorales, moins il y aura de mouvements de molécules parce qu'il y aura des obstacles et il y aura donc une diffusion plus faible. Donc, pour voir ces mouvements moléculaires, nous allons appliquer des gradients, dits des gradients de diffusion, dans 6 directions minimum. Alors, on va calculer pour chaque voxel la diffusion. Donc, prenons un proton immobile, il y aura un déphasage lent. Donc, il y aura un signal élevé et il y aura un hypersignal pour la diffusion. Pour les protons mobiles, il y aura un déphasage rapide, donc un signal faible, donc un hyposignal pour la diffusion. Donc, ce qu'il faut retenir également, c'est que cette diffusion non seulement va mettre en évidence les lésions tumorales, mais il faut savoir que, exceptionnellement, il y a certains organes et liquides circulants qui sont également en hypersignal lors de la diffusion, comme le LCR, la prostate, les reins. Une autre façon de le dire, c'est que si l'eau ne bouge pas, elle n'aura pas de signal car les gradients n'auront aucun effet sur les protons. Si l'eau bouge, elle diffuse, elle change de voxel, les protons seront déphasés entre les deux gradients de diffusion. Et donc ne donneront pas de signal, donc ça sera en hyposignal. Les protons ne reviennent pas en position initiale, il est déphasé et il y a une absence de signal. Donc concrètement, nous ne verrons en diffusion que les endroits, que les tissus où l'eau ne bouge pas, où elle est bien comprimée. Par exemple, dans les lésions tumorales, il n'y a pas du tout de mouvement de molécules d'eau, ou très très peu, et donc nous verrons sur les images de diffusion en hypersignal. Les séquences EPI sont particulièrement adaptées à la diffusion, comme les spinéco-EPI ou les échogradients EPI. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra rapides. Ils ont une bonne résolution temporelle et l'EPI est très sensible au microflux. Donc plusieurs lignes, paquets ou segments, voire l'ensemble du plan de Fourier sont acquis en une seule excitation, donc ce qui permet d'aller assez rapidement. Le balayage des lignes du plan de Fourier alternativement de gauche à droite, puis de droite à gauche, contrairement au remplissage classique qui va de droite à gauche, on revient au début, de droite à gauche, on revient au début, de droite à gauche. Donc voilà un peu avec un schéma, donc ça c'est le balayage classique du plan de Fourier, où on part de droite vers la gauche, de droite vers la gauche, de droite vers la gauche, de droite vers la gauche. Pour aller plus vite, on utilise donc des séquences EPI, où là, on va de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Ça évite le mouvement de retour, ce qui nous permet de gagner du temps. Donc voilà un peu une séquence spin-écho en diffusion. On va rajouter donc pour faire cette diffusion 2 gradients à 180 degrés d'intensité et de temps différents. De part et d'autre de l'impulsion à 180 degrés ici, puisque c'est un spin-écho. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces gradients sont de même intensité, mais de sens opposé. Donc l'application successive des 3 séquences EPI dans les 3 axes de codage, 3 images sont alors générées par coupe et par axe. Nous, ce qui va nous intéresser en lecture quotidienne, c'est la lecture d'une 4e image que l'on va reconstruire avec la combinaison des 3 précédentes. Donc la diffusion, c'est quelque chose qui se passe dans les 3 axes de la machine, et pour que ce soit visible, et au quotidien, nous allons utiliser une 4e image qui est en somme la combinaison des 3 précédentes. Donc un hypersignal correspond à une diminution de la diffusion dans les 3 axes de direction. Donc une séquence de diffusion comporte ce que l'on appelle le facteur B. Ce facteur B, quand il est égal à B0, c'est tout simplement
un T2. Et il peut être évolutif, ce facteur B, donc entre 0 et 3000, voire plus. Alors, ce 3000, ce facteur est en unité de secondes par millimètre carré. Donc, on a bien 4 images, une coupe par axe, donc X, Y et Z, et les 3 images combinées vont nous donner une 4e image que l'on étudie au quotidien. Pour évaluer plus précisément les anomalies de diffusion, on peut faire ce qu'on appelle la carte ADC, donc une mesure d'ADC, donc c'est le coefficient de diffusion apparent. Donc c'est du calcul. Cette cartographie de diffusion, il y aura une combinaison de pixel par pixel pour chaque coupe. La façon de le lire, en fait, c'est l'inverse de la diffusion, à savoir que les zones de diffusion lente en hyposignal, contrairement à l'imagerie de diffusion où elles étaient en hypersignal. Voici un exemple en fait de diffusion. Donc ici AB0 et ici AB1000. Nous voyons ici une lésion au niveau de l'oreille interne. Ensuite viennent les séquences nécessitant une injection de produits de contraste. Donc ce sont des séquences dynamiques ou de perfusion. Donc la perfusion, c'est une imagerie qui permet une étude hémodynamique de la vascularisation à l'aide d'un bolus de produits de contraste. Une étude dynamique, ce sont des séquences successives qui vont permettre d'étudier la prise et la relâche des produits de contraste à l'intérieur des tissus. Donc voici un exemple de perfusion qui va rehausser le parenchyme sain et on va avoir un retard de perfusion sur le parenchyme ischémié ou le parenchyme donc qui est mort. Plus ici. Voilà ici. Voilà ici une étude dynamique. Donc l'injection de produits de contraste avec une séquence à blanc. Donc c'est la première séquence que l'on fait en même temps que l'on injecte le produit de contraste. Donc le produit de contraste n'a pas le temps d'arriver au niveau hépatique. Donc on a une série dite sans injection. Et ensuite on a plusieurs phases artérielles et enfin des phases tardives. D'autres séquences avec produit de contraste, ce sont les séquences d'angio-IRM. Donc, la plupart du temps, ce sont des séquences d'écho de gradient, donc réalisées en 3D, en T1. Le but, c'est de remplir les vaisseaux par le produit de contraste, par voie intraveineuse. Donc, on va acquérir d'abord le produit de contraste lors de l'image, lors de son arrivée, et ensuite, on va acquérir la résolution, et ensuite faire des reconstructions en MIP ou en MPR. Donc, pour faire des angios IRM, on utilise bien souvent un remplissage du plan de Fourier par le centre, puisque au centre se trouve le contraste et au bord se trouve la résolution spatiale. Donc la première étape, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le bolus track, ou alors vulgairement une scopie IRM pour voir l'arrivée en direct du produit de contraste et pouvoir déclencher la série lors de l'arrivée du produit de contraste là où on veut qu'il soit. Voilà ici des images reconstruites d'angio abdominales, donc des parties artérielles et veineuses. Voici d'autres exemples d'angio-IRM, donc au niveau aortique et au niveau des TSA, des troncs supra-aortiques.
Une autre séquence qui nous permet d'étudier les vaisseaux, ce sont les séquences en temps de vol. Et la caractéristique en fait de ce type de séquence, c'est qu'elle va utiliser un artefact, et en l'occurrence l'artefact d'entrée de coupe. Donc le TOF, c'est le nom de la séquence que l'on retrouve partout. C'est une séquence d'angio, donc sans injection. Donc c'est un écho de gradient avec des TR très courts qui permettent de saturer les tissus stationnaires. Le sang circulant, lui, ne subit pas cette saturation car il est toujours renouvelé. Donc il est en hypersignal, c'est le phénomène d'entrée de coupe. Donc c'est un artefact qui peut se voir régulièrement sur d'autres acquisitions en écho de gradient, notamment quand on étudie par exemple le foie, le pancréas ou les reins. Donc voilà un peu ce que ça donne, c'est juste des phénomènes d'entrée de coupe. Ici et ici, il n'y a aucune injection de produit de contraste. Voici un peu ce que ça peut donner en reconstruction MIP. Donc ce sont en l'occurrence des séquences 3D qui ont été reconstruites en MIP. Petit point supplémentaire, ce type de séquence va nous permettre de visualiser soit les artères, soit les veines, ou soit les deux en même temps, en utilisant des bandes de saturation que l'on va venir positionner soit au-dessus de la boîte d'acquisition, soit en dessous de la boîte d'acquisition, suivant que l'on veut obtenir les artères ou les veines. Ces boîtes de saturation vont nous permettre justement de saturer le sang qui entre dans la coupe, et donc en arrivant dans la coupe, il ne donnera pas de signal. Donc restera uniquement les vaisseaux qui vont dans le sens inverse de cette boîte de saturation. Autre séquence que l'on peut rencontrer, ce sont les séquences plus dédiées cardiaques. Ce sont par exemple tout ce qui est les techniques de Black Blood. Donc là, en l'occurrence, ce sera des séquences un peu particulières où on va rajouter une impulsion de telle façon à ce que le sang apparaisse en noir, comme ici, en petit axe, on a bien le sang qui est complètement noir. Donc cette technique de sang noir, c'est l'annulation du signal du sang par un pulse d'inversion supplémentaire. Elle va nous permettre de faire une étude morphologique du cœur, soit en T1, soit en T2. Elle va être réalisée soit en spinéco ou en turbospinéco. On peut également saturer la graisse par un autre pulse d'inversion. Ça va nous permettre d'étudier l'épaisseur du myocarde, la taille des cavités cardiaques, et en FATSAT de rechercher une infiltration graisseuse. Autre séquence utilisée en IRM cardiaque, ce sont les séquences ciné-IRM. On va utiliser ici des séquences écho de gradient T2 très rapides pour pouvoir faire en fait de la ciné-IRM sur les mouvements cardiaques. Donc sur ce type de séquence, le sang apparaît en hyper intense. Il n'y a pas de phénomène de flux, comme on peut le voir en spinéco ou en turbospinéco. On va utiliser des TE le plus court possible. Donc on va étudier les mouvements cardiaques en phase ou en temps réel. Ce rythme cardiaque en fait va être synchronisé au rythme cardiaque du patient. Donc les séquences vont être acquises en fonction du rythme cardiaque du patient. Il peut être également étudié en fonction non seulement du rythme cardiaque du patient, mais si le patient ne tient pas bien l'apnée, par exemple, il peut être soumis également aux triggers respiratoires. Ce type de séquence va nous permettre d'étudier la fonction cardiaque et la contractibilité des cavités. Voilà un peu le type de séquence que vous pouvez rencontrer au quotidien. Il en existe de très nombreuses autres et avec l'évolution des machines, ça ne cesse de s'accroître. Donc il est donc
impossible de vous montrer tous les types de séquences qui peuvent exister, ça prendrait des heures, mais dans ce topo, j'ai voulu montrer les principales. Ceci étant dit, si vous voulez plus d'informations sur la diffusion, par exemple, vous pouvez regarder une autre présentation qui est faite sur le site. Vous avez vu, il y a de très nombreuses séquences. Malheureusement, il y a une incompréhension entre les constructeurs et chacun fait sa petite cuisine et appelle les mêmes types de séquences par des noms différents, ce qui n'est pas très simple pour nous si on change de machine. Donc les noms des séquences sont souvent différents d'un constructeur à l'autre, hein, et on peut se référer, si on doit changer de machine, à des tableaux d'équivalence. Donc voilà, chez les trois constructeurs principaux, on retrouve uniquement la même appellation pour le Spinnaker. Donc tout le monde a dit que c'était du Spinnaker. Mais par exemple, pour l'écho de gradient rapide, utilisé pour les ciné cardiaques par exemple, chez Philips c'est du BFFE, chez General Electric c'est du Fiesta, et chez Siemens c'est du TrueFISP. Voilà. Pourtant c'est exactement les mêmes bases de fabrication de la séquence. Pareil pour l'écho de gradient, chez Philips c'est du FFE, donc Fast Field Echo, chez General Electric c'est du GRASS SPGR, et chez Siemens c'est du FISP Flash, enfin vraiment on s'y retrouve plus quoi. Donc voilà, donc si vous changez de machine, il faudra avoir une espèce de tableau comparatif des différents noms des différentes séquences. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à découvrir nos autres présentations.